Voilà, donc bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, je suis Sandrine Paradir, j'ai un conseil au service prévention de la CARSAT Aquitaine et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la prévention des chutes de portail coulissants et vous présenter les bonnes pratiques de prévention en la matière. Donc pour m'accompagner sur ce webinaire, deux de mes collègues, Xavier Dotal et Laurent Bronner, qui sont contrôleurs de sécurité à la CARSAT Aquitaine et qui m'ont accompagné pour la construction de ce webinaire. Et puis, j'ai aussi le plaisir d'accueillir nos collègues Frédéric Jean, ingénieur conseil, et Christian Egwen de la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui sont aussi à l'initiative finalement de tous les travaux que nous avons réalisés sur la prévention de la chute des portails, puisque ils vont pouvoir nous faire partager leur retour d'expérience, puisqu'ils travaillent sur le sujet depuis 2015 et ils ont émis des bonnes pratiques dont on s'est largement inspiré. Merci à eux déjà de leur contribution sur ce sujet-là. Et notre objectif aujourd'hui, finalement, de se dire les portails, c'est un objet assez quotidien. Il y en a dans toutes les entreprises. C'est pas forcément quelque chose qu'on regarde. J'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous allez regarder différemment les portails de vos entreprises. Régulièrement, des salariés manœuvrent ces portails, qu'ils soient coulissants, qu'ils soient manuels ou motorisés. Et on verra notamment, nous, on va s'intéresser au portail coulissant lors de sa fonction manuelle. Et des portails motorisés peuvent être utilisés manuellement à certains moments, notamment au moment de maintenance ou quand on a des problèmes avec les portails et que quand ils commencent à coincer, ils sont plus aussi opérationnels, on est obligé de les manutentionner manuellement et là on peut avoir des risques particulièrement. Donc on va voir un petit peu quelles sont ces situations qui peuvent les exposer. Notre objectif vraiment sur ce webinaire, c'est de vous sensibiliser sur ce risque et la prévention des chutes de portail. Et vraiment qu'à la fin du webinaire, vous ayez un autre regard sur les portails et surtout que vous sachiez quoi faire. Ça, c'est surtout ce qui est important. Alors, nos missions, parce que là, on est deux CARSAT qui sommes présentes pour vous rappeler, donc les caisses d'assurance retraite et de santé au travail. On a 3 missions de service public, bien sûr, de calculer et de payer les retraites, d'une part, d'accompagner les publics fragilisés, que ce soit les retraités ou les salariés. Ça, c'est les missions de notre service social. Et puis, bien sûr, le département qui est représenté aujourd'hui, les préventions des accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, notre mission est de prévenir les accidents du travail, les accidents du trajet et les maladies professionnelles, d'indemniser les salariés qui sont victimes de ces accidents ou de ces maladies professionnelles et d'envoyer la cotisation aux entreprises par rapport à leur niveau de risque. Nos outils, c'est bien sûr du conseil régulièrement auprès des entreprises, et c'est la mission des contrôleurs et des ingénieurs de sécurité. Nous avons aussi des actions de formation, de la documentation technique, puisque nous délivrons la documentation de l'INRS, mais aussi nous avons des documentations régionales, et c'est d'ailleurs l'objectif de vous présenter ces documentations régionales, puisque c'est l'objet aussi de ce webinaire qui est parti d'une construction régionale. Et on a aussi des outils d'incitation financière pour aider les entreprises ou convaincre les entreprises. Voilà, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisque nous allons voir aujourd'hui, d'une part, le constat où on en est sur les chutes de portail coulissants. Est-ce une réalité? Quelles sont les causes de ces chutes de portail? Ce qui est important, c'est de bien identifier les causes des chutes des portails. Et puis, quelles méthodes, outils on a pu mettre en place pour prévenir les chutes des portails. Et on va bien sûr bénéficier du retour d'expérience de nos collègues de Languedoc-Roussillon qui travaillent depuis 2015 sur le sujet. Donc, c'est intéressant de voir aussi quelles avancées ils ont pu obtenir sur ce thème. Alors, la réalité et le constat. De temps en temps, on est appelé, malheureusement, parce qu'on voit, ou dans la presse, vous pouvez voir des photos, on peut voir quelques portails qui sont tombés au sol. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur rail et on voit des portails, si on peut juste passer les photos des portails qui sont au sol. Voilà. Donc, c'est souvent ces réalités-là qu'on voit. Alors, ça peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Malheureusement, en France, aujourd'hui, on a à peu près un accident grave avec un portail. Alors, portail de tout type, ce n'est pas que les portails coulissants, mais globalement, on a un accident grave par mois sur des portails. Et nous, malheureusement, en Aquitaine, on a eu à déplorer encore récemment des accidents très graves, voire mortels, liés à la chute de portail sur soit des salariés, soit malheureusement aussi des clients ou des personnes qui passent à proximité des portails. Alors on voit il y a des conséquences graves, ça peut être aussi du coup avoir des conséquences juridiques pour l'entreprise, mais aussi
Mais heureusement, hein, les portails ne tombent pas toujours sur des personnes, heureusement. Et ça a quand même des problématiques d'image de marque. C'est vrai que quand on arrive, que le portail est dans cet état au niveau de l'entreprise qu'on vient visiter. On a aussi des problèmes de... voilà, parce que quand le portail a pu être heurté par un véhicule, potentiellement, on verra un petit peu les différentes causes qui peuvent être à l'origine de la chute de ces portails. Mais donc, du coup, on peut avoir des problématiques avec des tiers, ça rencontre des problèmes administratifs, on a des problèmes après pour sécuriser l'accès du site. Donc, voilà, on a beaucoup de salariés qui peuvent être potentiellement exposés à l'ouverture-fermeture manuelle des portails. Donc, c'est de voir un petit peu quelles sont les causes des chutes de ces portails. Mais juste avant, j'aimerais que vous, à votre avis, là, on vient de voir quelques portails qui sont au sol. Quel est le poids moyen, d'après vous, d'un portail? Si vous pouvez répondre dans le chat. Voilà, alors, il n'y a pas de justice, c'est un poids moyen, d'après vous, qu'est-ce que vous donneriez comme les poids de ces portails qu'on voit au sol? Quelques kilos, quelques centaines de kilos, une tonne. Soyez pas timide, je ne sais pas si... voilà, une tonne, 200 kilos, 2 tonnes pour certains, 400. Ok. Voilà. Bon. Alors, on estime quand même le poids moyen, on est plutôt entre 800 kilos et une tonne. Bien évidemment, ça dépend de la taille du portail, de ses dimensions, voilà, de la façon dont il est fait. Mais voilà, c'est de toute façon une centaine de kilos et c'est entre 800 et une tonne, effectivement. Donc, on voit que ce n'est pas bénin quand on a un portail qui chute au sol et potentiellement sur des personnes. Juste le style, voilà. Alors, autre question, d'après vous, qu'est-ce qui peut provoquer la chute des portails? Pareil, répondez sur le chat. D'après vous, quelles seraient les causes de ces chutes des portails? Spécialistes. Donc là, on a une première réponse. Le déraillement, l'absence de butée. Bon, il y a déjà des gens qui connaissent un peu. Sortie de rail. Et Manque de maintenance. Défaut de butée. Problème de butée, absence de portique. Ok, la notion de butée qui revient plusieurs fois. ouais, sur les points aussi, donc oui, c'est sur les causes. Hein, qu'est-ce qui fait qu'en fait un portail aussi sort des rails? Qu'est-ce qui fait, voilà, parce que normalement, en temps normal, il est plutôt dans son rail. Qu'est-ce qui peut provoquer ça éventuellement, d'après vous? Le vent, effectivement. Le vent, qu'est-ce qui peut faire aussi que le portail déraille? Donc, il y a une réponse intéressante, la manipulation manuelle d'un portail motorisé. Donc, c'est vrai que c'est en fait c'est un des facteurs quand même qui est important pour qu'il y ait une victime. C'est une manipulation manuelle. Des chocs, des graviers, effectivement. Et voilà, c'est déformé, effectivement. Donc, on va voir effectivement quels sont les points, du coup. Alors, on a déjà eu un petit peu des éléments, mais les points qu'il faudrait surveiller par rapport à ces chutes. On a vu, vous avez parlé de la maintenance, mais du coup, qu'est-ce qu'on surveillerait? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut surveiller par rapport à ces portails? Spontanément, quand vous allez regarder un portail, peut-être ce matin, peut-être que le portail de votre résidence que vous avez ouvert ce matin, quel point vous surveillez particulièrement pour voir que le portail est en sécurité? Donc portique, butée et rail égalés. Présence de portique supplémentaire, butée, rail. On a vraiment affaire déjà à des connaisseurs là. Hein. Bon, c'est bien. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas encore exprimés, peut-être sont dubitatifs comme moi, la première fois que j'ai abordé la question des portails, je me suis dit c'est quand même un sujet technique. Et heureusement d'ailleurs que les collègues de Languedoc-Roussillon avaient travaillé sur le sujet. Et puis on s'est entouré bien sûr d'un groupe de travail en Aquitaine avec des spécialistes. Et je vais laisser du coup la parole à Xavier Dotal qui va nous présenter un petit peu les différents types de portails justement. Qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Xavier, je te laisse la parole. Donc bonjour, bonjour tout le monde. Donc comme l'a précisé Sandrine, effectivement,
au niveau des portails, on s'est aperçu qu'il y avait une variété quand même assez importante finalement de types de portails, mais globalement concernant les portails coulissants, puisque le sujet là on est sur les portails coulissants, on peut les limiter à deux typologies de portails, les portails coulissants sur rail et les portails coulissants autoportants. Et pour revenir un petit peu sur la notion de poids, parce que là, on s'intéresse surtout aux activités, on va dire, professionnelles, mais on pourrait se poser la question à titre personnel et sur des portails en aluminium. Alors, on est peut-être quand même un peu plus léger que les 500 kg, mais malgré tout, en fonction voilà, des dimensions et de la typologie du portail, est-ce qu'il est plein, est-ce qu'il est en barodage, etc. Donc, on est quand même toujours à quelques centaines de kilos. Donc, avant d'aller un peu plus loin sur quels sont les éléments donc, à contrôler et qu'est-ce qui peut être à l'origine des basculements, des chutes de portail, il faut déjà regarder un petit peu de quoi est constitué un portail. Donc là, bon, on peut voir c'est un portail autoportant, donc dans ces deux positions, un portail fermé, portail ouvert. Et donc, on peut distinguer là, donc, différents éléments constitutifs qu'on retrouve donc, sur toute typologie de portail. Donc, il faut à minima, on va dire, il faut avoir au moins quand même un portique principal sur lequel sont fixés les éléments de guidage. Et bon, là, on est sur un portail autoportant, donc en fait, il n'y a pas de rail au sol, hein, ce qui est déjà en fait un élément intéressant en termes de prévention, hein, puisqu'on évite de détériorer ou d'avoir des déraillements au niveau du sol. Je suis en train de spoiler un petit peu la suite. Donc là, en fait, le dispositif de guidage est intégré via un chariot qui est fixé sur le portique principal. Et évidemment, donc, en extrémité, une fois qu'on a fermé le portail, il faut donc avoir un poteau receveur avec différents également dispositifs qui peuvent être associés pour le guidage et pour la butée. Donc on a globalement, voilà, donc forcément le portail en lui-même, le ventail, un portique principal et un portique receveur. Et si on regarde un portique coulissant, on va dire un peu plus classique, un peu plus standard, un portique coulissant sur rail, on va retrouver donc les mêmes éléments que sont le portique principal, le portique receveur, le poteau receveur, donc là le ventail du portail et le rail. Donc du coup, puisqu'on a un rail, le portail va être équipé de roulettes hein, pour assurer le guidage au niveau du sol. Donc voilà les différents éléments constitutifs vraiment basiques d'un portail. Par rapport aux réponses que vous avez apportées là, dans le chat, on retrouve bien certains éléments. Hein, donc la fameuse butée qui est citée, la butée, donc là c'est une butée de fin de course à l'ouverture. Voilà, par rapport aux questions qui étaient posées, qu'est-ce qui se passe si effectivement il n'y a pas cette butée? On peut imaginer donc s'il n'y a pas cette butée, le portail va pouvoir continuer son cheminement et du coup sortir de ces éléments de fixation au niveau du portique principal avec les galets de guidage. Et concernant le phénomène qui serait plus à la fermeture du portail, mais on pourrait avoir, en fonction justement de l'absence ou pas des éléments de guidage, on pourrait avoir le portail qui sort, qui déraille, hein, qui sort de son élément de guidage au sol, hein, du rail. Alors, on s'est fait la réflexion pour expliquer tout ça. Donc là, on le fait en quelques minutes. Mais pour expliquer tout ça, on s'est aperçu évidemment que verbalement ou par écrit, c'était pas toujours si évident. Et donc, on a appliqué sacro-saint dogme, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, on a choisi de faire une petite vidéo, donc un petit peu mieux, pour le coup, un petit peu mieux qu'un dessin, hein, quelque chose d'un petit peu plus dynamique, pour expliquer un petit peu voilà, les principes qu'on vient d'évoquer. Donc, en gros, c'est une vidéo de synthèse un petit peu des principes qui pourraient conduire au basculement d'un portail. Donc, on vous propose de regarder la vidéo.
Est-ce que tout le monde a bien vu et entendu? Il n'y a pas eu de problème technique? N'hésitez pas à répondre dans le chat si, si certains d'entre vous n'ont pas pu voir la vidéo ou n'ont pas eu le son. Alors, sachant que de toute façon, bon, Sandrine le précisera à la fin, donc vous aurez forcément les liens pour accéder à la vidéo. Mais bon, comme bon, il peut toujours y avoir quelques soucis techniques. A priori, il n'y a pas de retour. Ça avait l'air de fonctionner. Donc voilà la petite vidéo de synthèse. Voilà, pour résumer un petit peu tous les propos préalables, hein, pour expliquer le contexte à la fois et puis les différentes causes. Donc une fois qu'on a posé voilà, un petit peu le constat et quels seraient les éléments donc, du coup, qui permettraient d'éviter le basculement de portail, ben, après il faut tout ça un petit peu le mettre en musique. Et donc eh bien, je vais laisser la parole à Laurent pour expliquer un petit peu la méthode et la démarche. Tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît, Xavier? Merci. Donc, la première chose pour prévenir les risques de chute de portail coulissant, c'est d'évaluer les risques et bien sûr de sécuriser les équipements. Et on propose d'utiliser des fiches de contrôle des portails. Et c'est Xavier qui va reprendre la main pour vous les présenter. Donc effectivement, en complément, on va dire, de la petite vidéo, et puis sur ce premier point, le point de départ un petit peu, c'est déjà de faire le constat, le bilan par rapport à ces portails. Donc pour évaluer les risques, on a développé 2 fiches de contrôle qui sont donc en parallèle des 2 typologies de portails qu'on a citées précédemment, c'est-à-dire les portails autoportants et les portails coulissants sur rail. Alors on s'est inspiré fortement du travail de nos collègues de Languedoc-Roussillon, hein, qui avaient bien mâché le travail quand même au préalable. Et donc, voilà, on a fait évoluer un petit peu ces documents en les complétant, en les aménageant un petit peu. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir des documents, des sortes de fiches de contrôle pour vérifier déjà l'état général, on va dire faire un premier diagnostic initial, l'état général du portail. Donc, ça, c'est vraiment l'état du portail. Et ensuite, s'assurer de la présence ou non des dispositifs de sécurité que l'on a vu dans la vidéo, avec en fonction des éléments, voilà, sur la grille, on va dire sur le recto, voilà, on a la première phase qui est pour établir un petit peu la présentation du portail en général, puis donc un constat un petit peu global. Et ensuite, sur le verso, on a une grille de contrôle avec les éléments constitutifs d'un portail et les éléments de retenue, donc qui sont voilà, d'une couleur un petit peu différente. Et en fonction finalement des résultats de cette grille de contrôle, ça permet ensuite de savoir ce qu'il faut faire pour sécuriser le portail et donc ensuite de pouvoir avancer dans la démarche. Et donc, je te laisse la parole, Laurent, pour la suite. Donc, ensuite, après l'évaluation des risques liés aux chutes de portail, il faut organiser la maintenance. Donc, notamment désigner une personne compétente en charge des contrôles. Ça peut être un technicien appartenant ou non à l'entreprise, ou alors un prestataire extérieur. Il faut mettre en place une procédure de signalement et de traitement des dysfonctionnements. Il faut réaliser la maintenance préventive et curative selon les préconisations du fabricant. Tenir à jour le dossier de maintenance du portail et assurer des vérifications périodiques à l'aide des fiches de contrôle qu'a présenté Xavier. Et bien sûr, effectuer les travaux de remise en état s'il y a des dysfonctionnements, des problèmes constatés. Il faut également informer et former les utilisateurs sur les risques de chute des portails, sur les organes fonctionnels, les dispositifs de sécurité, pour qu'ils soient en capacité de faire des remontées en cas de dysfonctionnement ou en cas de constat de risque. Et un point de vigilance important, c'est la conception des portails. Donc là, on vous invite à faire des cahiers des charges de consultation de prestataires pour exprimer vos besoins, les besoins en termes de flux, en termes de fréquence d'ouverture, en termes de technique, de dimensionnement. Également pour exprimer les contraintes géographiques, climatiques, environnementaux. Si vous êtes en zone d'activité, en ville, à la campagne, ça ne sera pas les mêmes besoins. Voilà, donc en fait, le cahier des charges, c'est un élément clé
qui va pour la vie du portail, hein, et pour bien exprimer aux prestataires les besoins et voilà, ce qui correspond à votre entreprise. Et là, je vais laisser la parole aux collègues de Languedoc-Roussillon pour un retour d'expérience. Alors effectivement, on a vu, on a parlé de méthodes, d'outils qui ont été mis en place et retravaillés à partir de ce qu'avait déjà initié la CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc, ce serait intéressant, effectivement, Christian et Guylaine et Frédéric Jean, c'est que vous nous parliez un petit peu dans quel contexte vous avez pu mettre en place le travail que vous avez effectué depuis 2015. Quels sont les résultats que vous avez réussi à obtenir auprès des différentes entreprises, éventuellement, voilà, les points de vigilance que vous pouvez nous donner et de façon très concrète, comment ça s'est passé? Oui, donc je peux commencer par quelques exemples, enfin en tout cas ce qui a initié la démarche en Languedoc-Roussillon. Avant cela, je tiens à remercier les participants, j'en connais pour certains personnellement, donc c'est avec plaisir qu'on les retrouve là dans ce webinaire. Alors, ils vont se reconnaître puisqu'on a commencé, certains, hein, et puis d'autres avec qui on travaille encore. Nous avons commencé un plan d'action régional en 2014 en Languedoc-Roussillon. Les plans d'action régionaux, ce sont nos partenaires, les comités techniques régionaux, les industriels qui représentent les entreprises, qui nous proposent ou qui travaillent de concert avec la CARSAT. Et en 2014, un plan d'action était mené sur le commerce de matériaux. J'y ai participé avec mes collègues du groupe et donc nous avons assez rapidement vu un risque que l'on connaissait déjà, qui était le portail coulissant, parce qu'il y a eu des exemples de chute de portail. Donc, c'est ce qui a initié notre démarche, parce que c'était un risque pas connu. Et pourquoi le commerce de matériaux est-il concerné ? Parce qu'il y a beaucoup de camions de livraison, qu'il y a des heures, vous le savez, que ce sont des endroits où il y a des risques importants et il y a souvent un portail coulissant qui, il faut le dire, est bien pratique parce qu'il dégage toute l'entrée et c'est un gain d'espace. Donc, on le retrouve assez souvent. Donc, on a commencé à travailler sur le sujet. Nous avons vu qu'il n'y avait pas forcément les documents nécessaires, comme a dit Xavier tout à l'heure. Il a fallu créer des documents face au constat du risque que l'on avait. Et notamment un document, une forme de travail des CARSAT, ce sont des documents de recommandation qui sont également donc réalisés, pas par la CARSAT uniquement, mais bien sûr avec les industriels, avec les représentants. Et donc des commissions se sont réunies pour créer un document. Et c'est quoi une recommandation? Cette recommandation régionale, ce sont des bonnes pratiques de prévention. Ce sont des règles de l'art qui sont proposées aux professionnels. Alors ça, c'était le départ, hein. On a commencé par s'outiller et ensuite, moi, je vais vous montrer quelques exemples de mise en œuvre, ce qui va permettre, ça vous permettra peut-être de poser des questions ou de rebondir sur le sujet. Je vais vous montrer des exemples de réalisation. Puis dans l'objectif de vous montrer que ce n'est pas compliqué de prendre un portail existant et de l'améliorer pour qu'il ne chute pas. Donc, les exemples de réalisation, ici, vous avez l'ajout d'une butée de retenue au sol. J'ai d'autres photos qui le montrent. Vous avez des retenues, des butées de retenue qui peuvent avoir plusieurs formes. Celle-ci, ça empêche effectivement le portail d'aller plus loin. Ici, on ne peut pas l'ouvrir plus loin. Ici, on a des éléments qui sont très importants aussi. Sont des amortisseurs caoutchouc, ça évite que le portail rouille et s'abîme par la suite. Là, d'autres exemples où nous avons pu avec nos recommandations et le travail des entreprises qui ont mis en conformité leur portail, en sécurité leur portail, eh bien, mettre un portique de sécurité ici, avec ici, vous voyez, une petite protection. Là c'est sûr que le camion qui passe, je pense qu'il est un peu plus vigilant de ce côté-là. Vous avez ici un élément qui permet de maintenir le portail ouvert. Et éviter qu'il se referme avec le vent, par exemple, ce qui peut être une cause d'accident aussi. Je vous montre d'autres exemples. On a parlé de butée de retenue pour éviter le déraillement. Eh bien, en voici des exemples d'installation. Alors, tous ces exemples, c'est souvent, c'est sûr que c'est une intervention de l'entreprise et d'une entreprise extérieure, souvent, ou en interne, mais si c'est une entreprise extérieure, ça peut être un budget qu'on a constaté de quelques milliers d'euros.
Hein, ça peut être 500 €, 1 000 €, si ce sont des choses simples. Si tout le portail est réalisé, ça sera un peu plus conséquent. Et bien sûr, quand l'entreprise intervient, il peut y avoir des mesures de prévention à mettre en œuvre, permis de feu et autres, et puis un petit temps d'impact sur l'entreprise. Voilà. L'exemple ici, c'est une butée qui permet de retenir le portail, comme on l'a vu. Installation de galets, de butées. Donc, vous voyez aussi, à travers de ces exemples, qu'il faut s'adapter à chaque fois au portail ou à l'environnement, et ça nécessite, les principes ont été énoncés. Cela nécessite, bien sûr, comme tout acte de prévention, un peu de réflexion, mais une fois qu'on a les éléments et qu'on a l'objectif à atteindre, c'est tout à fait réalisable. Et j'en veux pour témoin toutes ces réalisations. Alors, il faut dire que quand on est arrivé en 2014 et qu'on a parlé des portails, souvent les chefs d'entreprise nous regardaient avec des yeux ouverts jusqu'à ce qu'on leur explique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'a pas ce retour-là. On a des personnes qui commencent à prendre conscience qu'il y a un réel risque dès l'entrée de l'entreprise. Donc, pour ce qui concerne la démarche, la démarche est la même qu'une démarche de prévention sur un autre risque. C'est l'engagement de l'employeur, bien sûr, pour mettre en œuvre ces mesures de prévention. Ça commence par l'évaluation du risque, le maintien en état. Donc, je vais prendre un exemple aussi. L'entreprise se reconnaîtra, et un article est paru dans Travail et Sécurité, le journal de prévention de l'INRS, Institut National de Recherche Sécurité. C'est un article de mai 2021 qui montre une entreprise nationale qui a pris en main le risque de chute de portail et qui a mis en place une action sur l'ensemble de ses agences pour arriver à remettre en état des anciens portails et prendre en compte ce risque. La démarche, elle est, comme Xavier l'a indiqué tout à l'heure, eh bien, on a une démarche de maintenance et de vérification, parce que ce sont des équipements qui s'abîment dans le temps. Donc, on a effectivement le besoin de désigner une personne compétente, un technicien qualifié, ou alors on peut avoir un prestataire extérieur qui fait ça. J'ai les deux cas, moi, dans les entreprises que je suis en secteur. Et puis après, les vérifications sont de mise pour ces équipements-là, à minima tous les 6 mois, ce que l'on conseille. Et puis, à chaque détérioration, et donc, les méthodes et procédures pour la vérification doivent être définies. On peut le faire au travers des outils que nous avons développés, les CARSAT. Et un dossier de maintenance doit être tenu à jour. En finale, on peut indiquer que les utilisateurs doivent être formés au risque, au point de vigilance. Donc ça, c'est d'améliorer la connaissance et la compétence des salariés, et surtout dans le but d'avoir un signalement des anomalies en temps réel, qui fait que si une butée vient de casser ou si un camion vient de taper sur un poteau receveur, l'entreprise pourra prendre des mesures compensatoires dans un premier temps pour réaliser ensuite le maintien en état de l'équipement. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Jean sur la continuation de la démarche de cette prévention des chutes de portail. Oui, parce que voir qu'effectivement, donc là, on a une initiative Languedoc-Roussillon, on a une initiative Aquitaine depuis aussi quelques années. Donc du coup, effectivement, Frédéric Jean, sur les gens que vous avez pu rencontrer au niveau national ou les interlocuteurs nationaux, régionaux, quelles seraient les avancées aujourd'hui de ces textes? Parce que la recommandation ne concerne que Languedoc-Roussillon, on est clair. Oui, tout à fait, mais déjà, il est important de comprendre que du travail et du retour d'expérience qui viennent d'être illustrés par Christian Ecvin, sur ce travail autour du négoce de matériaux. Déjà, les enseignes de négoce sur le Languedoc-Roussillon, mais pour la plupart, elles ont des territoires qui s'étendent au-delà du territoire Languedoc-Roussillon. Plusieurs de ces enseignes se sont saisies de ces outils, de ces bonnes pratiques, et ont commencé à les étendre sur leur champ, donc occitan ou plus vers le sud-est. Et puis là, en fonction des avancées,
on voit des retours d'expérience et des retours de leur part. Donc déjà, c'est une première extension. Et nous-mêmes, en Languedoc-Roussillon, c'est une recommandation qui s'applique à tout secteur d'activité. Et on est en train de travailler sur les plateformes logistiques de la grande distribution ou du commerce non alimentaire pour accompagner ces entreprises à intégrer nos bonnes pratiques sur les portails coulissants de leurs entrepôts. On travaille même également avec les collectivités territoriales qui s'emparent de ce sujet. Et là, on voit bien qu'on est même au-delà de l'enjeu simple de l'accident du travail. Quand on réfléchit aux objets, aux bâtiments que peuvent gérer une collectivité territoriale, on va aussi bien générer des améliorations pour la prévention des salariés ou de leurs agents, mais aussi de tout public qui peut se cheminer autour d'un portail. Et là, je pense à des parcs, à des collèges, à des écoles. Donc ça, c'est une première voie d'extension et dont on a des retours. Deuxième voie d'extension, c'est que beaucoup d'employeurs, de donneurs d'ordre, se sont dit, mais que font les fournisseurs, que font les installateurs? Donc on a entamé un travail avec la fédération représentative des installateurs et des fabricants de portails, Actibé, pour pas les nommer, pour déjà partager cet enjeu. Et donc là, on a noté une écoute active hein, du côté de cette organisation. Je crois que leur représentant est présent avec nous ce matin. Et vraiment une volonté, un enjeu partagé à être force de proposition auprès des donneurs d'ordre. Alors bien sûr, là, on agit sur des voies de bonnes pratiques. Donc, ça part d'un engagement et d'une volonté de ces acteurs et de ces conseils. Mais déjà, l'écoute est active et on partage bien ces enjeux. Et bien entendu, le but de ces actions, c'est de pouvoir l'étendre sur des champs territoriaux qui couvrent l'ensemble du territoire national. Donc déjà, je remercie à nous, je me fais l'écho des remerciements de mon collègue, le fait que la CARSAT Aquitaine ait choisi de se saisir de cet enjeu, de l'outiller, hein, et on a vu une excellente vidéo animation qui l'explique et des outils qui viennent tout à fait sous-tendre l'action de conseil aux entreprises. D'autres CARSAT travaillent également sur ce sujet, ce ne sont peut-être pas encore outillés ou en tout cas s'inspirent de nos outils. Je pense aux Hauts-de-France hein, où la thématique est en train de poindre. Et finalement, au niveau national, les partenaires sociaux ont tout à fait entendu le message et dans les jours à venir, une information très complète sur les outils de cette recommandation Languedoc-Roussillon vont être présentées aux partenaires sociaux du comité technique national G, donc qui représente l'ensemble des acteurs du commerce non alimentaire. Et ces acteurs vont peut-être, sans doute, décider d'une voie pour étendre ce texte au champ national. Donc, ils ont cette volonté. Maintenant, l'idée, c'est de déterminer sur quel périmètre et par quel type de texte hein, cette extension pourrait advenir. Mais il y a déjà voilà, des perspectives fortes sur l'extension de ce sujet, sur le champ des différents secteurs d'activité concernés et sur les différents territoires régionaux et nationaux concernés. Ok, merci. Donc voilà, effectivement, des perspectives d'évolution. Là, on peut passer, alors comme on n'est pas très nombreux, à une séance de questions-réponses. On pourra prendre éventuellement, alors là, il faut que je demande à la technique, à Olivia Bectin et Elodie qui nous accompagnent sur si on peut prendre aussi des gens qui veulent s'exprimer directement, si vous pouvez lever en fait la main. Vous avez des petits icônes de réaction. Et là, si vous voulez prendre la parole pour poser une question en direct à nos experts, n'hésitez pas, parce que ça peut être le moment d'échanger en direct avec eux sur les questions que vous auriez, aussi bien peut-être avec des gens qui ont aussi des contacts au niveau national, n'hésitez pas, parce que tout était clair sur cette prévention des chutes des portails, ce risque. Alors nous, on est limité sur le risque d'écrasement lié à la chute du portail, alors que vous avez une recommandation qui est beaucoup plus large, il me semble. On a une première question. Y a-t-il une notion de conformité à la conception? Ah, qui veut répondre à cette question? Xavier? Je peux commencer à répondre. Notre monsieur machine. Pourra compléter. En fait, ce qu'on aurait dû peut-être préciser en introduction, c'est qu'effectivement, il y a quand même deux cas de figure en termes de réglementation, si on peut dire. C'est que concernant les portails motorisés, les portails motorisés sont considérés comme un équipement de travail, comme une machine.
et pour le coup doivent répondre à une directive spécifique, qui est la directive machine, concernant la conception et la conformité. Et ensuite, il y a donc les portails manuels qui seraient purement manuels, sans aucune motorisation, qui, en termes de réglementation, pour le coup, n'ont pas une réglementation spécifique. Et je vais en profiter pour faire la nuance entre la norme et la réglementation, puisque quand on parle de conformité, c'est une conformité à la réglementation. Et ensuite, pour atteindre ces objectifs, on peut s'appuyer ou pas sur des normes, à condition qu'elles existent effectivement. Donc, est-ce qu'il y a une notion de conformité à la conception? Oui, en partie, notamment en tout cas pour les portails motorisés, mais avec la particularité ou la difficulté, c'est que quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est soumis à l'auto-certification. C'est-à-dire que, alors, il y a une réglementation qui définit des objectifs réglementaires, des objectifs de résultats en termes de conception, qui définissent aux constructeurs, aux concepteurs comment ils doivent concevoir des équipements pour être sûrs. Mais ça repose sur de l'auto-certification. C'est-à-dire que, par contre, il n'y a aucune garantie au final que le portail soit conforme. Alors là, je parle pour les portails motorisés, et pour les portails manuels, pour le coup, c'est un petit peu plus flou sur éventuellement la conformité. Donc, il y a une notion de conformité. Par contre, quid de la vérification finalement de cette conformité? Il existe des règles générales qui définissent des objectifs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seraient forcément connus et respectés. Et après, il peut y avoir d'autres aspects qui sont plus liés à l'usage et à l'installation. Si Christian, tu veux compléter. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on constate déjà qu'il y a beaucoup de portails anciens. Donc, la question de conformité, c'est variable dans le temps, on le sait. Alors, surtout, nous, on va vous parler de prévention, puisque l'employeur se doit déjà de maintenir en état ses équipements, et puis de choisir déjà les types d'ouverture qui vont le mieux correspondre dans sa démarche globale de prévention. Donc, ça, le portail y participe. Alors, nous, on va vous inviter à mettre en œuvre les cahiers des charges qui peuvent être issus des fiches de contrôle réalisées par la CARSAT Aquitaine, par exemple, où on va intégrer dedans les éléments. Et réaliser pour l'employeur l'évaluation de son risque. Donc voilà, on sait très bien, on le constate, qu'il ne suffit pas d'appeler quelqu'un pour installer un portail pour que celui-ci ait toutes les sécurités. Mais je dirais c'est exactement la même chose pour beaucoup d'autres équipements, d'autant plus quand il n'y a pas une directive qui le concerne. Alors après, on a des éléments à l'installation qui peuvent nous guider, des documents techniques unifiés, par exemple, qui peuvent nous dire un ancrage, c'est un ancrage béton solide, c'est tant, etc. Chaque artisan peut avoir ses règles de l'art, chaque installateur. Alors, on va travailler, nous, au niveau national, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui ait une meilleure qualité, une meilleure prévention dans le futur pour les nouveaux portails. Merci. Je vois, il y a une question de M. Vladimir Luzbin. Est-ce que vous voulez prendre la parole peut-être? Oui, bonjour. Vladimir Luzbin du groupement Actibay, justement, le syndicat des fabricants et installateurs de portails qu'on avait cité. C'était peut-être plutôt pour compléter les propos de M. Xavier Dotal vis-à-vis de la réglementation. Effectivement, pour les portails motorisés, ils relèvent de la directive machine et d'une norme européenne qui donne la présomption de conformité à cette directive. Et certaines caractéristiques sont vérifiées par des organismes notifiés, donc c'est pas 100% de l'autocertification. Et puis, par ailleurs, tous les portails, qu'ils soient motorisés ou manuels, doivent respecter le règlement européen des produits de construction. Et encore une fois, c'est la norme EN 13241 qui donne la présomption de conformité à cette réglementation. Donc, il y a à la fois des normes produits et des réglementations produits à respecter au niveau européen. Et puis, il y a pas mal d'exigences également au niveau de la réglementation nationale. Mais tout est bien décrit dans l'introduction de la recommandation T91. La CARSAT Languedoc-Roussillon a fait un très bon travail sur ce sujet-là.
Et si je peux compléter, monsieur Lubin, je suis ravi que vous soyez avec nous ce matin. Et tout à fait, ça a été, pour les autres, hein, ça a été dans nos débats, avec nos premiers débats avec monsieur Lubin dans la commission du BNTech sur ces enjeux de normes. Et là où on pointe une attention, hein, par rapport à la question liée à la conception, c'est que la norme ne va pas forcément, si on respecte la norme, on ne va pas forcément intégrer les éléments de sécurité qui sont liés à nos bonnes pratiques de prévention. Donc ça, c'est un point d'attention pour les acteurs, c'est que la norme de résultats, par contre, nos bonnes pratiques, notre recommandation donne des éléments complémentaires qu'il faut intégrer sur les portails. Donc là, c'est un vrai débat à faire intégrer ces enjeux dès la phase conception par les acteurs, parce qu'aujourd'hui, les textes normatifs ne les amènent pas à intégrer ces éléments de manière intrinsèque. Donc là, c'est un enjeu pour le futur, c'est de pouvoir intégrer de manière intrinsèque ces éléments de sécurité dès la conception des portails. Merci. On a vu tout à l'heure des exemples de remise en état de portail. Du coup, juste si on peut avoir une idée du prix moyen de ces remises en état des portails, remise en sécurité des portails. Oui, moi j'ai vu des interventions, alors ça dépend effectivement de l'état de départ du portail et de ce qu'on doit y faire. Hein. Mais globalement, c'est quelques heures d'intervention, puisqu'on voit les bons d'intervention, parce que c'est une intervention d'entreprise extérieure. Donc, il est de bon ton de préparer son intervention, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on va perturber la circulation, on va devoir le faire peut-être pendant les heures de travail. Donc, et nous, ça m'a permis, moi, de voir des exemples donc de réalisation sur 2 heures de travaux, la pose d'une butée, 1 000 € par exemple, c'est un exemple. Après, c'est sûr que si vous avez des portails complètement anciens, se posera la question, vaut-il mieux que je reparte sur du neuf plutôt que j'essaye de faire avec ce que j'ai. Ça, c'est l'employeur qui le décidera en fonction de ses possibilités. On peut toujours faire des mesures compensatoires peu onéreuses. Moi, j'ai vu des établissements, des petits établissements, parce que là, on a parlé de nationaux, on suppose qu'ils ont plus de moyens, mais certains petits établissements sont très réactifs et peuvent rajouter une butée par eux-mêmes ou par un artisan local. Et ça leur coûte très peu en fin de compte. Hein. Alors, justement, c'est une question, effectivement, de se dire qui peut remettre en état ces portails, en sécurité ces portails, parce que nous, on a eu aussi des accidents en région où on a vu des butées, en fait, qui se sont cassées, hein, très clairement. Donc, comment on dimensionne bien, on calcule les bons dimensionnements, c'est facile à trouver en... Ouais, les fabricants activés vont nous dire que oui, qu'il y a des bons professionnels qui savent le faire. Et en fait, dans les professionnels, vous avez de tout, bien sûr, hein, on le sait. Après, c'est aussi de savoir ce que l'on souhaite dans sa réparation et de la suivre. Vous avez peut-être vu ou pas dans les diapos, il y a une petite cale en bois, un endroit, ben, ça peut servir de contrôle, par exemple, pour vérifier la tenue mécanique de la butée, puisque elle ne doit pas taper, celle-là, la butée de retenue. Donc, si on met une cale, ben, on peut faire un contrôle non destructif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que selon l'artisan, ben, on aura la qualité de travail qu'on aura sélectionné aussi. Et à l'employeur d'être bien sûr exigeant, ben, nous, on peut le conseiller. Hein. On peut le conseiller sur le suivi de ses travaux. Donc, bon, il y a beaucoup de bon sens hein, dans tout ça. Hein. On voit si ça tient dans le temps déjà. Et puis, on peut s'inspirer de ce qui tient déjà dans le temps parce que c'est facilement observable, des portails. On peut en voir... Demain, on peut faire le tour et voir 10 portails hein, sur son trajet. Donc, on peut observer ce qui fonctionne déjà. Et juste par quoi faut-il, c'est une question du chat, par quoi faut-il commencer pour sécuriser son portail, a priori, les points qui seraient les plus importants en termes de sécurisation? Moi, je dirais on peut commencer déjà puisque les CARSAT, la CARSAT Aquitaine et nous, en Languedoc-Roussillon, on a des outils qui aident à l'évaluation. Donc, en tant que préventeur, je rappellerai l'importance de l'évaluation des risques. Or, le risque portail n'est pas forcément connu, donc avant de pouvoir l'appréhender, il faut s'outiller. Donc, il faut soit s'outiller en interne,
lire les documentations de la CARSAT et voir ce qu'il existe, se renseigner sur les sujets pour faire sa première évaluation. Si besoin, un professionnel peut aider. Donc, nous, on est là pour répondre aux entreprises. Et puis après, il faudra bien penser à la maintenance dans le temps. Mais en premier lieu, c'est l'évaluation du risque. C'est sûr qu'un portail plus lourd et plus dangereux, un portail, il y a différents types de portails. Il y a des battants ouvrants, il y a différentes configurations. Il y a des portails très lourds. Et donc, le premier élément, ça va être de pouvoir évaluer ce qui peut se passer. Pour compléter, parce qu'en fait, parce que ça a été plus ou moins abordé, mais c'est peut-être pas clair. En fait, il faut bien distinguer deux notions. Il y a les portails qui sont existants, parce que là, en fait, les propos portent essentiellement sur les portails existants qui, justement, n'ont pas été forcément conçus pour intégrer les dispositifs de sécurité. Et donc, cette partie évaluation, hein, c'est effectivement sur les portails existants. Donc, c'est pour sécuriser, hein, l'objectif. Là, l'idée, c'est vraiment pour sécuriser les portails existants qui peuvent être plus ou moins anciens, plus ou moins en bon état, qui ont pu faire l'objet justement déjà d'un certain nombre de détériorations. Donc, c'est la première étape, hein, c'est l'évaluation déjà de l'état des portails, du parc de portails que l'on peut avoir. Et après, forcément, par voie de conséquence, se pose la question, pour le coup, pour les portails neufs pour lesquels on ferait l'acquisition. Donc, c'est le fameux, là, qu'on voit en rouge, le fameux point de vigilance en conception, hein, donc, avec les quelques rappels que l'on a eus, hein, c'est vraiment le point de vigilance dans le cahier des charges, de bien définir, de bien être précis sur les exigences, de bien définir les contraintes, les besoins, et de rappeler quelles sont les attentes, hein, les objectifs, pour pouvoir ensuite échanger avec le prestataire, le fournisseur, sur vraiment les attendus. Et comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, par rapport à certains points qui peut-être n'apparaîtraient pas dans une norme, parce que je rappelle qu'une norme n'est pas obligatoire. Une norme, c'est un moyen, c'est un outil pour atteindre les objectifs réglementaires. Donc, on peut tout à fait rajouter dans un cahier des charges un certain nombre d'exigences pour avoir un portail qui soit sécurisé. Donc voilà, c'est quand même deux notions qui sont bien différentes, hein. Il y a l'existant, mais c'est valable pour toute autre machine ou équipement. Donc, cette notion déjà d'état des lieux à un moment donné, et puis d'améliorer, et un point de vigilance ensuite particulier sur les futurs portails que l'on souhaiterait mettre en place. Bien, merci des précisions apportées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions peut-être des personnes présentes, si en tout cas c'est clair, plus clair pour vous, sur d'une part les risques associés. Alors c'est vrai qu'on a vraiment focalisé que sur le risque d'écrasement lié à la chute du portail. Il y a bien d'autres risques et dans la recommandation de Languedoc-Roussillon, vous abordez l'intégralité des risques liés au portail coulissant. Nous, on se focalise déjà sur un des plus graves et mortels en fait, qu'on a identifié. Parce qu'on voit déjà la sensibilisation du public et des entreprises n'est pas si évidente que ça à faire. Déjà, on a un gros travail de sensibilisation et d'information sur ce risque-là. Donc, pas de regret sur les questions supplémentaires. Il reste encore quelques minutes au webinaire. Juste, alors, tout ce qu'on vous a présenté, bien évidemment, vous allez le retrouver sur le site de la CARSAT Aquitaine. Donc, les différents dépliants, donc d'abord d'information et de sensibilisation sur les portails. Les deux fiches de contrôle que nous avons présentées, donc dans les grands principes, et puis la vidéo de sensibilisation qui est visible sur notre site YouTube de la CARSAT Aquitaine. Donc, n'hésitez pas à largement diffuser ces outils de sensibilisation, parce que je crois que l'idée, c'est quand même que les gens puissent agir vis-à-vis et mieux comprendre un petit peu les enjeux sur l'ouverture-fermeture des portails, qu'on ait plus notamment des entreprises de gardiennage donc, qui se sont fait prendre plusieurs fois par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment les salariés qui vont ouvrir ou fermer les portails qui sont concernés, et vraiment les informer, les sensibiliser par rapport à ces risques. Voilà, donc toute notre information, je vous invite aussi à consulter toute notre actualité sur le site de la CARSAT. On a une page LinkedIn, notre chaîne YouTube ou de temps en temps des publications Twitter. On arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. On a le temps de prendre encore quelques questions. N'hésitez pas.
Et en tout cas, moi, je vous remercie d'une part de votre participation à ce webinaire-là. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Hein. On a mis en place de façon systématique des questionnaires de savoir un petit peu ce que vous avez pensé de nos webinaires. Donc, soit vous flash-coder le QR code qui s'affiche à l'écran maintenant, ou vous avez le lien Forms. Nous mettrons à disposition le replay, bien sûr, de ce webinaire sur le site de la CARSAT Aquitaine avec la présentation que nous avons faite et les différents outils en lien en fait sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à consulter ou relayer l'information. Dernière information aussi, nous avons un webinaire prochainement demain alors là, bien sûr, c'est quand la prévention a échoué. Où on doit faire de la prévention de la désinsertion professionnelle au niveau des salariés. Nous aurons la présentation du service social, justement, de la CARSAT Aquitaine et d'un médecin du travail qui vont nous parler de prévention de la désinsertion professionnelle, qui est un sujet qui intéresse hautement aussi les employeurs. Voilà. Dernière, sinon pour moi, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez prendre ou remarques, hein, n'hésitez pas. Merci pour ce travail, merci en tout cas que ce webinaire vous ait plu. Grand merci donc à nos collègues Frédéric Jean et Christian Engven de la présentation, de votre participation et vraiment de ce retour d'expérience qui nous a permis vraiment d'alimenter notre réflexion. À mes collègues Laurent Bronner, Xavier Dotal, Élodie Autreseau et Olivia Bectard qui m'ont aidé à préparer aussi ce webinaire. Grand merci à vous. Voilà. Merci, on vous suivra l'évolution, donc des recommandations peut-être au niveau national. C'est ce qu'on espère à cette réglementation, pour les salariés en tout cas. Merci à vous, bonne journée, au plaisir de vous retrouver sur d'autres webinaires. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir.